La une politique, on va commencer par ce qui fait l'actualité. Je le disais tantôt, depuis hier, on en parle ici en Guinée, c'est le durcissement des sanctions contre la Guinée. Eh bien, ce sommet extraordinaire, on se demande qu'est-ce qui a pu accélérer ce sommet, qu'est-ce qui a pu pousser les chefs d'État de la CEDEAO à organiser ce sommet extraordinaire. Est-ce que c'est cette rencontre tripartite ou encore les manifestations ici en Guinée ou les réclamations des acteurs politiques? Votre analyse là-dessus par rapport à ce sommet, Mamadou Boui? Alors, ce sommet, je pense qu'il n'était pas prévu, mais vu que les chefs d'État du continent devraient se retrouver du côté d'Addis Abeba pour assister au 36e sommet de l'Union africaine, donc là, le calendrier permettait à ce que les chefs d'État se retrouvent en amont de ce sommet. Donc le vendredi déjà, les chefs d'État de l'espace sous-régional de la CEDEAO se sont retrouvés pour se pencher sur l'évolution, en tout cas des transitions dans les trois pays, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. En ce qui concerne le cas spécifique de la Guinée, Mamadou Bangoura, je ne suis pas surpris que la CEDEAO reconduise les sanctions imposées à la Guinée. Pourquoi? Parce que vous le savez, quand je prends par exemple cette transition en cours, la CEDEAO en tout cas estime que quelque part que les choses n'évoluent pas telles que prévues dans l'accord par exemple signé le 21 octobre 2022 entre la CEDEAO et la Guinée. Vous savez, il y avait une équipe technique de la CEDEAO qui était venue à Conakry pour, n'est-ce pas, évaluer la transition et voir sur quel pied il faut danser avec la Guinée dans le cadre justement du retour à l'ordre constitutionnel en partant des 10 étapes de la transition, en tout cas imposée aux acteurs sociopolitiques par le CNRD. Alors, il se trouve que l'une des recommandations de cet accord est la mise en place d'un comité conjoint de suivi du chronogramme de la transition. Et l'une des violations justement de ce chronogramme, c'est quoi? C'est que vous avez vu que du côté des autorités de Conakry, on a mis en place plutôt un comité de suivi-évaluation du chronogramme de la transition en lieu et place d'un comité conjoint. Et cela a fait zager, rappelez-vous, parce que ce comité a été mis en place le 3 février, cela n'a pas fait écho au niveau des acteurs sociopolitiques qui estiment que le comité mis en place est un comité qui exclut une frange importante des acteurs qui doivent compétir dans le cadre du retour à l'ordre constitutionnel. Et ce comité était composé de deux comités. Mais ce comité, peut-être, c'est un comité juste créé par les autorités guinéennes, mis en place par les autorités guinéennes, mais peut-être ce comité conjoint qui est censé être mis en place entre... Non, vous savez, dans ce comité, le hic, c'est quoi? C'est que les partis politiques et la société civile sont écartés. Vous avez vu la sortie de Gabriel Abba, qui est actuellement celui qui... Voilà, Gabriel Abba a dénoncé le fait que la société civile soit totalement exclue. Le CNOS, il n'a qu'à dire le CNOS. Voilà. Ce n'est même pas le CNOS seulement. C'est pratiquement la société civile. Vous avez vu aussi que les partis les plus importants, les partis politiques, ont été exclus. Donc, il y a eu deux comités qui ont été mis en place. Le comité technique et le comité de pilotage. Et rendez-vous compte que ces deux comités ont pour président... Eh bien, le MADT, ce sont des deux représentants du ministère de l'administration du territoire qui conduisent, n'est-ce pas, les deux comités. Alors ça, c'est une violation flagrante de cet accord. Donc vous pouvez peut-être dire que c'est parti de là, peut-être? Non, pas de là seulement. Ça c'est un aspect que je soulève. C'est pour vous dire combien de fois que la CEDEAO, en tout cas, n'est pas dans une mauvaise foi d'imposer encore, en tout cas de renouveler l'imposition de ces sanctions contre la Guinée, le Mali et le Burkina. Vous avez vu du côté du Mali, nous avons affaire à une junte qui continue de tenir tête à la CEDEAO au lieu, n'est-ce pas, de faire en sorte que la sécurité revienne dans le pays. Et donc, en prenant aussi le cas spécifique de la Guinée, comme je l'ai dit tantôt, vous avez vu le dialogue qui vient de se tenir. Et là, dans l'une des résolutions aussi de la conférence des chefs d'État, eh bien, la conférence des chefs d'État rejette totalement les mesures unilatérales prises par les autorités de transition en Guinée concernant la mise en œuvre de la feuille de route dont je parlais, mais de l'autre côté, réitère la nécessité d'ouvrir l'espace politique à tous les trois pays et d'assurer un dialogue politique inclusif. Oui, ce sont les exigences, C'est comme si le dialogue qui a été tenu en Guinée, c'est un dialogue qui, n'est-ce pas, exclusif, il faut le dire. C'est un dialogue qui n'a pas été à la hauteur des attentes de la CEDEAO et de la communauté internationale. Donc, encore une fois, il faut que les autorités guinéennes se ressaisissent. Cette transition, monsieur mon colonel, cette transition, vous la menez pour les acteurs politiques, pour les acteurs sociaux, bref, pour l'ensemble des Guinéens et les forces vives de la nation. Il est important que ces différentes entités, en tout cas, ont
quelque part un espace pour exprimer leur opinion. On va revenir avec vous, Mamadou Bouyi. On va faire le tour de table tout à l'heure par rapport à cette sanction. Qu'est-ce qui pourrait bien expliquer ce revirement de la situation? Je le disais tantôt, car la CEDEAO s'était montrée souple, très souple même vis-à-vis des autorités de la transition. Khalil Camara, oui, ces sanctions prises, maintenues, il faut le préciser, par la CEDEAO. Qu'est-ce qui pourrait bien justifier cette décision de la CEDEAO, à votre avis? Pour moi, la CEDEAO n'a pas été souple avec la Guinée. La CEDEAO était en train d'observer ce qui se passe en Guinée. Puisque la CEDEAO a fait l'état des lieux et a compris effectivement qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en République de Guinée. Donc, il lui était de droit de prendre des décisions concernant le déroulement de cette transition. Maintenant, vous savez que depuis un certain moment, les autorités de la transition avaient peut-être l'intention de faire comprendre à la communauté internationale que tout se passait bien dans notre pays. Ce qui était le contraire, ce qui était en déphasage avec la réalité. Et cela a été prouvé à travers ces dernières manifestations, mais à travers aussi les cris de guerre de beaucoup d'acteurs politiques qui réclament le dialogue, qui n'arrêtent pas de parler de dialogue. Parce que nous l'avons vu, la CEDEAO aujourd'hui évite un peu les erreurs du passé. C'est-à-dire que la Guinée a été victime d'erreurs sous l'ancien régime. Donc la CEDEAO ne veut pas être aujourd'hui celle qui va cautionner ces mêmes erreurs. Parce que la CEDEAO avait accompagné, peut-être que pas accompagné, mais la CEDEAO était restée silencieuse face à certaines situations de la Guinée, à travers le référendum. À travers le référendum, elle a donc laissé l'ancien président Alpha Condé partir avec des partis politiques qui n'étaient pas légitimes au regard du peuple de Guinée. Donc la CEDEAO sait désormais qu'avec cette méthode, ça ne marcherait pas. C'est ce que nous avons ça ne marcherait pas. On va encore retourner dans les erreurs du passé. Donc est-ce qu'il faut rester bras croisés pour regarder encore la Guinée, partir vers le chaos, ou alors apporter une solution idoine pour pallier la crise aujourd'hui dont les Guinéens sont victimes? C'est pourquoi la CEDEAO, cette fois-ci, ne reste pas en marge des réclamations faites par les Guinéens, et c'est pourquoi la décision a été prise pour sanctionner les autorités guinéennes. Maintenir les sanctions. C'est ce qu'ils ont dit. Mais ce que je ne comprends pas, vous dites que la CEDEAO n'a pas été souple, mais c'est des sanctions qui existaient déjà, qui ont été maintenues. Et parmi ces sanctions, il y avait l'interdiction de voyager. Mais nous avons vu ici des cadres voyager, nous avons vu ici des ministres voyager. Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Mais si. On dit les membres du CNRD. Quel est le membre du CNRD? On a cité des ministres. On a cité des ministres. Pas les ministres. Non, il faut faire la part des choses. C'est moi qui n'ai pas compris. On a même cité des conseillers du CNT. Non, les ministres. Mais le colonel Amara. Peut-être c'est moi qui n'ai pas compris. Le ministre des Affaires étrangères. Non, attendez. Le ministre des Affaires étrangères, quelque part, on ne peut pas le considérer comme membre. D'accord, lui, il est ministre. Il n'est pas mais quand vous prenez le colonel Amara, le colonel Amara a voyagé. Aidez-moi à comprendre, parce qu'il y a eu une liste à un moment donné, où on a cité même des conseillers du CNT. Maintenant, je vais vous aider à comprendre. Vous savez, nous sommes dans une transition. Et les décisions de la CEDEAO, ça interpelle un peu les membres de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, c'est-à-dire des pays qui sont membres de la CEDEAO. Vous avez d'un autre côté la communauté internationale. C'est pourquoi chaque fois que vous regardez une décision prise par la CEDEAO, on interpelle l'ONU, on interpelle et généralement ces institutions pour suivre la décision ou les décisions qui ont été prises. Mais ce qu'il faut comprendre, s'il y a eu des déplacements, il faut voir l'espace dans lequel il y a eu le déplacement. Récemment, le colonel Mamadi Doumbouya était parti au Mali. En Sierra Leone. Le Mali est dans la même situation que la Guinée. Le Mali ne peut pas fermer la porte à la Guinée. Il a été en Sierra Leone. Non, attendez. C'est pourquoi je dis, ça dépend en fait des relations entre les États. Mais en dehors de la Sierra Leone ou en dehors d'autres États qui sont en harmonie avec la Guinée ou dans la même situation que la Guinée, je vous dis que la sanction
peut être appliqué dans ces pays-là. Bien. Donc, ça n'a pas été levé, même si vous... Oui, justement, ça n'a pas été levé. Oui. C'est l'application. Je parle bien sûr de l'application. Oui, l'application ne peut pas être effective dans toutes les zones aussi de la CEDEAO parce qu'il y a d'autres rapports entre les États. Donc, d'autres États qui dépassent les sanctions, évidemment, qui dépassent les sanctions de la CEDEAO. Je vais terminer par ceci. Il ne faut pas aujourd'hui qu'on continue de berner les Guinéens. Tout le monde l'a dit. Les acteurs de la société civile, les acteurs politiques et même les journalistes, nous avons dit que le dialogue qui a été organisé n'était pas un dialogue inclusif. Qu'il fallait rapprocher toutes les parties qui ne sont pas d'accord, tous les partis politiques autour de la table. Malheureusement, on s'entête à aller. Non, on va revenir sur ce très dialogue. important. Je vais terminer. Pardon, c'est très important. Bien. Je veux dire que on est en train de gaspiller non seulement le temps, mais aussi des fonds. Parce qu'à travers des dialogues qu'on va organiser et qui ne rapportent absolument rien au peuple de Guinée, je pense que c'est une perte de temps, mais aussi c'est un gaspillage pour l'économie guinéenne. D'accord. Il faut aller à l'essentiel, et l'essentiel est que tout le monde se retrouve autour d'une même table, et ceux qui sont surtout exclus aujourd'hui, parce que ce sont des partis forts, ce sont des poids lourds qu'il faut approcher. Oui, bien, on va revenir alors toujours sur l'impact de ces sanctions. Est-ce qu'il va y avoir d'impact? On va revenir tout à l'heure. Donc, vous, s'emparer, que pensez-vous de ces sanctions? Est-ce que vous estimez que la CEDEAO était à un moment donné souple ou tout simplement elle est restée juste à l'écart? Moi, je ne vois pas de la souplesse apportée par la CEDEAO. La CEDEAO est restée cohérente par rapport à sa position sur ces différentes transitions. La CEDEAO a donc s'est mis dans l'optique d'une observation pour voir l'évolution, comment ces transitions sont gérées par ces différents pays. Et pour moi, c'est déjà un signal fort qui est donc apporté à ces chefs de la junte pour les faire comprendre que pratiquement ces institutions souhaitent très rapidement qu'ils déroulent le calendrier et qu'ils partent. Donc ils veulent le retour de l'ordre constitutionnel et puis ils veulent aussi qu'il y ait donc le respect de la démocratie, la voix du peuple qui doit primer. Et pour moi, c'est vraiment stratégique. Ils savent déjà que dérouler un tapis vert pour une transition qui tangue, une transition où il y a quand même, on va le dire, des tiraillements, parce que quand vous prenez le cas spécifique de la Guinée, vous savez forcément qu'il y a le cas, ça allait être même incohérent de voir que la CEDEAO, en tout cas, assouplisse un peu les conditions pour la junte, vu qu'au niveau, sur le plan national, il y a donc des tiraillements. Vous avez naturellement des acteurs politiques, pas les moindres, qui sont en dehors de la Guinée et dont les discours sont écoutés avec beaucoup d'intérêt. Donc les messages qu'ils apportent au niveau des institutions internationales sont pris en compte. Vous avez le FNDC qui a quand même été un des, on va dire ainsi, leviers forts de la lutte contre le troisième mandat. Et donc le message qu'ils apportent au niveau des institutions internationales sont pris en compte. Donc forcément, il fallait d'abord que cette transition guinéenne rassure les acteurs politiques qui pouvaient, et le FNDC qui pouvaient être, on va le dire, des appuis, des atouts pour eux, pour les permettre à ce qu'ils aient, en tout cas les institutions internationales, aient un autre regard plus souple sur eux, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas parce que le bras de fer a quand même pris un autre élan. Et vous voyez le contexte, c'est quand même au lendemain. Oui, ça commence à prendre une autre tournure. Alors, l'autre question, l'impact que ces sanctions pourraient avoir sur la transition en cours, parce que la CEDEAO, il faut préciser, exige un dialogue. Et n'oubliez pas que les partis politiques qui n'ont pas accepté de prendre part ne sont pas rejettent d'abord les 2 ans. Imaginez si on reprenait ce dialogue-là. Donc ça veut dire qu'on remettra en cause ces 2 ans. Est-ce que quelque part la CEDEAO qui est venue négocier avec les autorités actuelles ne sont pas... est-ce que ce n'est pas, disons, la CEDEAO ne s'est pas tiré une balle dans le pied parce que c'est elle qui est venue négocier ces 2 ans. Et si elle demande derrière d'organiser un cadre de dialogue où les cadres où les partis politiques qui ont refusé de prendre part vont venir rediscuter sur ces 2 ans, est-ce que ça ne va pas prendre un coup? Sur ce point, Mamadou Alou, il faut dire que sur les 2 ans, je pense que ça, je ne pense pas qu'il y aura un débat aussi houleux autour de ces 2 ans, puisque c'est déjà acté entre la CEDEAO. Mais des partis politiques... Oui, mais ces partis politiques ont d'autres exigences beaucoup plus importantes, par exemple, que ces 2 ans. Parce que le chronogramme de 2 ans, je pense que le mieux, c'est de laisser dérouler ces 2 ans. Maintenant, là où il y a nécessité de se battre,
battre pour ces partis politiques qui n'ont pas assisté à ce cadre de dialogue, c'est par exemple la levée des contrôles judiciaires, par exemple, qui pèsent sur leurs leaders politiques, ceux qui sont tant ici qu'à l'étranger. Vous prenez ici Loudal Diallo, vous prenez ici Dia Touré, ils sont à l'étranger. Pour le moment, ils disent à qui veulent entendre que les conditions sécuritaires ne sont pas réunies pour leur retour au pays. Ça, c'est un premier facteur. L'autre facteur, ceux qui sont à Conakry, les Fodé Oussou et tant d'autres, ils sont placés sous contrôle judiciaire. Ils ne peuvent pas sortir du pays. Donc, je pense que ce sont là des éléments qui peuvent être transportés au niveau du cadre de dialogue politique, mais je pense que la période de 2 ans, le chronogramme de 2 ans, je pense qu'on peut aller... non, je dis dans une certaine mesure. Dans une certaine mesure, on peut laisser couler ça, mais de l'autre côté, insister sur le placement sous contrôle judiciaire de ces personnalités. De l'autre côté, Mamadou Aliou, moi, je reviens encore sur cette résolution de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Le fait de dire qu'il réitère la nécessité d'ouvrir, n'est-ce pas, l'espace politique à tous les acteurs dans les 3 pays, mais concernant le cas spécifique de la Guinée, de mener un dialogue inclusif. Je pense que là, il y a un véritable problème qui se pose. Dans la mesure où il faut quand même que nos autorités ici en Guinée comprennent que cette transition, elle est déroulée pour tout le monde. Il ne faut pas que les Guinéens se sentent exclus de cette démarche. Bien. Si c'est le cas, la CEDEAO, en tout cas, c'est le cas, va continuer à durcir le temps. Vous avez vu que les sanctions imposées à la CEDEAO, les sanctions imposées contre la Guinée, n'avons pas assisté à des sanctions économiques et financières, contrairement au Mali, qui s'est infligé des sanctions économiques et financières. Et en ce qui concerne le cas spécifique de la Guinée, si toutefois, je ne le souhaite pas, ces sanctions économiques et financières arrivaient à tomber, cela peut avoir un impact sur l'économie guinéenne, puisque vous le savez, quand vous prenez par exemple le Sénégal... Moi je ne vois pas... Non, quand vous prenez le Sénégal... amorcer une sanction économique, parce qu'ils savent que c'est d'abord la population qui en paie. Oui, ils ont essayé, mais il y a eu un impact même sur certains pays de la CEDEAO. Oui, le Sénégal par exemple, et la Côte d'Ivoire, a payé les frais. On va dire, l'Afrique de l'Ouest est un foyer fragile, même si la CEDEAO doit prendre des décisions, ils doivent tenir compte de plusieurs paramètres. Effectivement. Le Mali quand même qui est touché par la question de c'est des sanctions, ça va être un retour à l'envoyeur, parce qu'on a vu le cas du Mali, ils ont sanctionné le Mali, mais la Côte d'Ivoire a payé les frais, le Sénégal également. Oui, mais là où ça va peser pour la Guinée, vous savez, quand vous prenez le Sénégal, la Côte d'Ivoire et d'autres, la Guinée, en tout cas, entretient des relations commerciales avec ces 2 pays, avec ces pays. Mais ce ne sont pas les frontières qui sont fermées. Attention. Bien. Mais ça peut avoir un impact. Quel impact? Non. Bien, on va revenir sans doute dans la deuxième partie sur ces impacts. Bien, on va revenir dans la deuxième partie parce qu'on me signale qu'on doit observer une pause. On revient juste après. Retour dans la deuxième partie de cette émission. Vous écoutez FIM FM 95.3. Nous sommes toujours dans Talk Politique et à la une, nous parlons de ces sanctions maintenues contre la Guinée. Vous le savez, depuis hier, on en parle ici en Guinée. Des acteurs politiques ont réagi là-dessus. Les avis, sont partagés. C'est pourquoi nous avons décidé d'inviter un autre acteur politique pour venir débattre à ce sujet avec nous. Il s'agit de M. Boubacar Sidiki Diallo. Il est le président du parti UMP. Il sera avec nous tout à l'heure dans À bâton rompu. Mais en attendant, nous allons revenir sur ce sujet pour parler un peu des conséquences qui pourraient, après ces sanctions, est-ce qu'il va y avoir d'impact sur le processus en cours en Guinée? Voilà la question que nous posons. Je le disais tantôt, et si il y a dialogue sans pareil, est-ce qu'on ne va pas s'attendre à un prolongement encore du délai de la transition? Nous avons pour l'instant 24 mois. Ces 24 mois sont censés débuter le mois de janvier. Et s'il y a encore dialogue, est-ce qu'on ne va pas discuter sur les modalités, tout? Est-ce qu'on ne va pas encore continuer à enregistrer d'autres délais? Non, je ne crois pas, parce que même l'Union africaine a donc... en tout cas, ils sont prêts à prêter leur service pour accompagner ces différentes transitions, pour respecter le timing. Oui. Je ne crois pas qu'il y aura un argument qui peut justifier, justement, parce que la plupart donc, de ces transitions n'ont pas une forte pression temporelle, parce que pour le cas de la Guinée, vous voyez, c'est jusqu'en 2025. Et donc, s'il y a la bonne foi, s'il y a la volonté... Mais s'il y a dialogue, il faut parler, il faut mettre tout sur la table. Non, mais le dialogue ne doit pas être comme une montagne quand même à transpercer. Au moins, s'il y a la bonne foi, le dialogue, ça peut aller très vite. Si on ne veut pas tirailler sur des questions d'ego, sur des questions d'intérêt
si c'est le pays qui passe en avant, pour moi, ça ne peut pas poser problème. Surtout, les acteurs politiques n'ont pas intérêt à ce qu'on traîne quand même. Non, Mamadou Aliou, juste deux secondes là pour rebondir sur ce que son pari est en train de dire. Je pense que la CEDEAO ne blague pas, elle insiste sur le fait qu'un dialogue inclusif doit être tenu. Et je rappelle que c'est un camouflet entre guillemets, pour le ministre Ousmane Gawal Diallo, qui a en tout cas déclaré ici que le dialogue politique là était derrière nous, alors qu'un dialogue, il est dynamique. Mais pour l'instant, pour l'instant, il n'y a pas la réaction. Les autorités guinéennes n'ont pas encore réagi. Qui sait s'ils vont pas maintenir... Je sens que cette réaction qui va arriver d'un moment à l'autre soit une réaction qui va dans le sens de l'apaisement. Ça ne sert à rien que les autorités de la transition partent dans un bras de fer avec la CEDEAO. Ça sera improductif. Bien, justement, Khalil, je disais tantôt, est-ce qu'avec l'ouverture de notre cadre de dialogue, est-ce qu'on ne va pas s'attendre à un prolongement, à une prolongation? Les autorités maintenant sont obligées d'aller à un autre cadre de dialogue parce que le premier qui a été organisé n'a pas porté fruit, c'est ça la vérité. Ça n'a aucune légitimité. Selon certains, pour ceux qui ont pris part, je pense que tout s'est bien passé. Il faut relever les conséquences de ces décisions de la CEDEAO. D'abord, désormais, si les autorités ce sont à elles maintenant de voir si elles peuvent aller sans soutien de la CEDEAO, sans l'approbation de la CEDEAO, à tue-tête pour organiser des élections. Parce que si réellement le CNRD s'entête à le faire, et vous savez que cette transition ne va vouer qu'à l'échec, et je pense que ce n'est aujourd'hui le choix des personnes, c'est que eux-mêmes ils veulent, c'est d'organiser une élection qui pourrait être acceptée par tous les Guinéens. Et pour cela, il va falloir que les décisions ou les recommandations de la CEDEAO soient prises en compte. Ces recommandations, ce n'est rien d'autre que d'ouvrir un espace politique où ceux qui ne sont pas dans ce dialogue peuvent se retrouver. Parce que cette décision, il faut aussi l'entendre sous un autre aspect qui n'est rien d'autre que la décision prise par la CEDEAO vient aussi mettre à nu tout ce qui a été fait en ce qui concerne le dialogue par le CNRD. C'est ce qui est la vérité. On a mis de côté même les acteurs politiques. Je comprends aujourd'hui leurs pleurs, même si d'autres sont en train de pleurnicher, s'attaquer au à la CEDEAO, mais qu'ils comprennent que ce qui est accepté par les Guinéens, c'est ce qu'on doit faire. On ne peut pas aller encore solitairement comme on a fait avec l'ancien président Alpha Condé. Cette fois-ci, on a besoin que tous les Guinéens aillent dans les urnes et que le président qui pourrait sortir de ces urnes-là soit un président légitime, accepté de tous. Et pour cela, il faut encore rouvrir le dialogue. Ousmane Gawal Diallo, peut-être pourrait revenir sur ses propos. On attend en tout cas vivement la réaction des autorités, sans doute à partir de demain, pourquoi pas, après le Conseil des ministres, le jeudi prochain. On poursuit cette émission. Malheureusement, on ne pourra pas évoquer ce sujet avec Maître Salif Béavogui, le collectif des avocats qui exige l'ouverture du procès. Des avocats de Fonike Mengue et compagnie exigent l'ouverture du procès de leurs clients. Il n'est pas disponible pour intervenir sur ce sujet. Nous allons poursuivre Talk Politique avec notre invité dans un bâton rompu.